Bonsoir tout le monde. Bienvenue chez OnePoint. Je crois que c'est la 5e année consécutive qu'on accueille Stratalumni et les Meetup Design Versus. J'ai arrêté de compter le nombre de Meetup qu'on a fait, mais je crois qu'on a dépassé la dizaine. Je suis Samuel Bernier, je suis leader design de OnePoint. OnePoint est une entreprise fondée en 2002 qui s'oriente autour de l'innovation, du numérique, et qui depuis 2016 a développé le design. On a dépassé cette année les 130 designers dans l'entreprise. Et ça va en croissance. On touche à tout type de design. Le design industriel, très peu, bien que Strat, ce soit un des sujets qu'on porte le plus. Mais ça fait toujours plaisir de reparler de la matière dans une entreprise où on parle principalement de numérique. Le sujet d'aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est qu'il peut toucher autant le physique que le numérique, le sujet de la durabilité. C'est un sujet qui est très important pour OnePoint. On a un axe RSE qui est très fort et qu'on essaie de développer. Donc, c'est important pour nous d'aborder ces sujets et de les héberger. Donc, merci encore une fois à Stratalumni de nous avoir choisis comme hôte pour cet événement. Et je passe le micro, donc la parole à Paul. Tu as besoin de micro? Oui, je veux bien. Merci Samuel. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour la première ou pas fois. Alors, on vous propose aujourd'hui, ce soir, un format un petit peu différent des différentes éditions. Vous avez vu que l'estrade est complète. D'habitude, on fonctionne avec 2-3 intervenants-intervenantes. Aujourd'hui, on vous en propose 5 qui vont se passer la parole sur des courtes prises de parole d'une dizaine de minutes. Je le rappelle surtout pour les intervenants, plus que pour vous. L'objectif, c'est d'avoir un format qui est plus vers la discussion et vers le rebond d'une thématique à une autre. Vous verrez qu'elles sont plus ou moins liées. Et sur la fin de l'événement, on vous proposera non pas de faire un jeu de questions-réponses avec le public, mais plutôt d'aller directement au niveau du buffet, donc qui est sur votre droite pour vous, sur notre gauche à l'avant pour nous, et d'échanger du coup avec les intervenants et les intervenantes de la conférence à ce moment-là. Voilà, donc on vous propose ce soir 5 intervenants, 5 intervenantes. Manon Bast, donc Samuel Bernier, Simon Loquin, Élodie Ternaud et Thierry Varlet. Vous êtes presque... Ah, peu de choses près, vous êtes bien installés, dommage. Comme quoi, c'est beau. Je vous laisse commencer. Je te passe la télécommande. Tout le monde a son micro, sauf vous. Et puis, bon design vs durabilité. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je suis en territoire ennemi, je disais tout à l'heure. Étant issu de l'ENSI, Strat, c'est toujours un petit peu un sujet douloureux. Je suis Élodie Ternaud, j'ai cofondé un collectif il y a quelques années qui s'appelle HYLO, HYLOH, avec 2 camarades qui sont australiennes d'origine, basées entre les États-Unis et l'Australie. On est un collectif de gens spécialisés dans la question de la matière et de l'environnement aujourd'hui, puisque les deux n'en vont plus trop séparément, en fait. Ce que je vous propose là de faire, c'est de basculer directement sur ces questions, matière et environnement, et commencer par une chose qui est très durable, c'est les préjugés. Beaucoup plus que le reste. Et je vais très rapidement, puisqu'on n'a donc que 10 minutes, essayer de vous prouver que, entre autres, le premier préjugé que l'on aborde là, il existerait des matériaux écologiques, est un faux préjugé. En tout cas pour nous, chez HYLO, there is no sustainable materials. Ça n'existe pas, les matériaux écologiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça dépend vraiment du contexte et il faut toujours penser à ça. Un matériau, il ne peut pas être détaché du projet auquel vous l'attachez. Donc on ne peut pas dire que, par exemple, les plastiques, c'est pas bien. Que le bois serait mieux. Forcément, puisqu'il est naturel, on sent l'odeur de la forêt, les petits oiseaux qui chantent, les nains et Blanche-Neige, mais c'est pas forcément mieux. Et donc si on regarde un petit peu de plus près, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a fait quelques évaluations des impacts environnementaux sur certains projets que l'on peut accompagner. Et aujourd'hui, mesurer, c'est une chose clé. Il faut arrêter de se dire au doigt mouillé qu'effectivement le bois doit être mieux et que le plastique, ça va pas être bien. Et quand on commence à mesurer, on a des surprises. Première surprise, alors je vais vous montrer très rapidement, encore une fois, mais quelques exemples qui sont
un peu détachés de leur contexte très précis, ce qu'il ne faudrait pas vraiment faire, puisque quand on fait des analyses de cycle de vie ou des évaluations d'impact environnementaux, il faut être très précis sur les périmètres. Mais là, pour les besoins de la démonstration d'une part, mais aussi parce que ces études sont en fait pour des clients et qu'elles sont confidentielles, je ne peux pas vous donner tous les tenants et les aboutissants. Mais on va dire que si on se plaçait dans un contexte de ce type-là où on veut faire un stand et on se pose la question de mettre des grands aplats de matière, on a besoin d'une couleur parce qu'on est une marque et c'est notre manière de nous faire reconnaître. Et on se demande si on va utiliser du MDF avec de la peinture, le bon vieux truc traditionnel, ou bien on utilise du Dibond, ou bien on utilise de la bâche tendue, qui pourrait être en PET ou qui pourrait même être en PVC, qui sait, mais sauf que là, le client, il n'utilise plus le PVC, c'est pas bien, c'est interdit. On a même comparé le PVC d'ailleurs dans l'étude et on s'est rendu compte, alors c'est pas très sexy mes tableaux là, mais vous voyez assez vite que en termes par exemple d'un critère prépondérant aujourd'hui, qui est la question de l'empreinte carbone, autrement appelée changement climatique dans les critères d'impact environnementaux, et qui est un peu l'obsession de tout le monde, hélas uniquement aujourd'hui, on voit vite que le PET, la bâche plastique de tout à l'heure, est quand même moins impactante que le bois ou le Dibond. Aïe, 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 coup dur. Et si on avait étendu au PVC, on serait aussi dans ce cas-là. C'est-à-dire que la matière que la boîte avait interdite est meilleure que le bois, le fameux MDF des forêts. Donc, et on le voit sur différents critères, c'est pas toujours le cas. Le plastique n'est pas toujours meilleur, mais en tout cas, l'un dans l'autre, si on faisait ce qu'on appelle un single score et qu'on ramenait tout ça à une seule note, en fait, la meilleure solution pour ce type de projet, qui doit durer 2 mois, par exemple, là, dans l'exercice, c'est le plastique. Et ça, ce qui est hyper important, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas en train de comparer des kilos de matière, parce que si on comparait 1 kilo de plastique, PET en l'occurrence là, avec 1 kilo de MDF, et c'est ce qu'on voit à gauche, en termes de changement climatique, le plastique serait moins bon. Mais ce n'est pas ce qui nous occupe là dans ce projet, c'est de la surface. Et pour une même surface, pour 1 mètre carré, on a besoin de tellement moins de matière plastique qu'on a besoin de MDF. C'est pour ça qu'il est meilleur dans ce projet-là. Donc ne tenez pas pour acquis le fait que le plastique, PET, bâche, serait meilleur que le bois, toujours. Mais juste sur ce projet-là, c'est le cas. Et ça, on peut les multiplier, donc je vais aller vite. Un autre préjugé, c'est que l'aluminium, c'est génial, ça se recycle à l'infini, donc on peut y aller, on ferme les yeux et on y va. Tout va bien, ça se recycle. Si on prend une étagère de base comme ça, avec une structure très simple, et qu'on commence à se dire, est-ce que je la fais en laiton, est-ce que je la fais en aluminium, est-ce que je la fais en acier, ou est-ce que je la ferai en bois ? Alors en MDF, c'est pas hyper crédible comme structure, mais pour l'exercice, on va se dire que ce serait une option bois. Et quand on compare les impacts environnementaux, on se rend compte que l'aluminium, sur le changement climatique, par exemple, cette empreinte carbone, le premier critère que vous voyez là, il est pire que le laiton, qui est aujourd'hui là la référence dans cette étude. On va retrouver l'aluminium pire à certains endroits, comme sur un autre critère qui est l'utilisation de l'eau, ou comme sur un autre critère qui serait la demande en énergie. Cette idée que l'aluminium, parce que c'est un matériau léger et recyclable infiniment, serait meilleur que d'autres métaux, pas bon. Parce qu'en fait, c'est un matériau qui est extrêmement énergivore dans sa fabrication. Donc ça, il faut le prendre en compte. En revanche, ici, on est sur une utilisation de cette étagère pendant 5 ans. Si on avait étendu l'étude à une durée beaucoup plus importante, peut-être que les données auraient varié. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Et puis là, on se rend compte que la solution bois MDF, qui n'est pas tout à fait crédible, je vous le disais, en termes de structure et de cohérence de fabrication, mais en tout cas, si on était sur du bois massif, on l'a fait aussi ce type d'étude, on est bien meilleur sur tous les critères quasiment. Donc là, pour le coup, là, oui, le bois est mieux. Ce qu'on ne sait pas non plus, c'est que 5 ans, ça marche peut-être, et encore, on n'est pas sûr que l'étagère en bois va survivre autant au déboire que peut rencontrer une étagère dans une boutique, par exemple. Donc peut-être qu'il va falloir la remplacer 2 fois dans l'espace de 5 ans, contre une seule fois en métal. Donc tout ça est à prendre en compte. Encore une fois, il ne faut jamais en faire des généralités. Et les matériaux recyclés seraient moins impactants que les vierges. Pas toujours. On a fait une étude sur 1 kg de matière plastique avec différents types de plastique, du polycarbonate, du PET, le polyéthylène terephthalate que vous avez dans vos bouteilles en général, quand les bouteilles sont en plastique. Et puis, on a comparé ça avec de l'acrylique, PMMA, polyméthylacrylate de méthyle, et de l'acrylique recyclé, 100%. Et on se rend compte que, certes, le PMMA recyclé, il est moins impactant que le PMMA vierge. C'est bon. La matière recyclée est moins impactante. Sauf qu'en fait, à côté, il y a un PET vierge
qui franchement, pour les non-connaisseurs et dans certaines utilisations, peut très bien passer pour exactement la même matière et qui pourtant est moins impactant que le PMMA recyclé. Donc si vous m'avez suivi, certes, à matière égale, prendre l'option recyclée, il y a des chances que vous soyez moins impactant, mais il est possible qu'il y ait un truc à côté auquel on n'avait pas pensé, qui lui est vierge et qui serait moins impactant. Donc il faut se méfier de tous ces préjugés. Ma redite, c'est « there are no sustainable materials », il n'y a pas de matériaux écologiques, il n'y a pas de solution miracle non plus. Par contre, on peut associer aux matériaux des attributs environnementaux qui, encore une fois, ne sont pas la garantie de quoi que ce soit dans votre réduction d'impact, mais qui sont des atouts, entre autres marketing, mais pas seulement. Est-ce que vous êtes monomatériaux? Est-ce que vous êtes sur un matériau qui intègre du recyclé? Est-ce qu'il est à ressources renouvelables? Est-ce qu'il est compostable? On va reparler de ces questions-là, je crois. Est-ce qu'il est à basse émission COV, qui sont les composés organiques volatiles, tous ces éléments toxiques qu'éventuellement certains matériaux peuvent émettre? Et est-ce qu'il est recyclable? Il y a un peu, et on va en reparler, du pipeau. Je crois que c'est bon pour moi. Quand les intervenants et intervenantes m'ont proposé leur sujet, je me suis dit on va commencer par Elodie, on va démarrer très fort, très vite. Je ne suis pas déçu. Thierry, je t'offre la transition. C'est mieux comme ça. Merci de votre invitation. Alors moi je ne suis ni de l'une ni de l'autre. Je suis le vilain petit emballeur ce soir. C'est mon métier de départ, hein, emballeur. J'ai commencé ma carrière dans cette industrie. Rapidement, je me suis trouvé confronté à cette grande infamie de l'emballage. Je pensais embrasser un métier un peu différent, original. J'étais passionné par les plastiques dès le départ. Et puis, en 2001 exactement, j'ai lu un rapport. Mon métier était devenu un métier de gestion d'un réseau d'entreprises de l'emballage. J'avais 300 entreprises de l'emballage à gérer pour les faire évoluer dans un monde différent. Et j'ai lu un rapport qui m'a alerté, qui traitait de la baisse de fertilité des anémones de mer. J'ai souvent des lectures saines comme ça. C'est un truc qui me passionne, l'anémone de mer. Et je me suis pris un grand coup de pied dans la figure parce que j'ai pris conscience à ce moment-là, moi qui aimais beaucoup les matériaux plastiques, que la baisse de fertilité des anémones de mer pouvait être associée aux emballages. Pouvait être associée aux emballages, puisque ça va être un peu le refrain peut-être ce soir, mais on a appris au fil des années que les matériaux d'emballage, en tout cas les matériaux plastiques qui se retrouvaient dans les océans, pouvaient se détériorer, se dégrader, se fragmenter, se pulvériser avec le temps, et que les matières générées, des microplastiques, pouvaient avoir un effet néfaste sur la vie des bêtes à l'intérieur des océans. Et depuis ce moment-là, en tant qu'accompagnateur des entreprises de l'emballage, je me suis dit il faut à tout prix qu'on change de paradigme parce que on voit systématiquement la montagne de déchets que représente le monde de l'emballage. Et cette montagne de déchets, c'est ce qui permet aujourd'hui d'affoler les troupes et de faire prendre conscience aux consommateurs de son rôle, de sa responsabilité. On parle souvent de la responsabilité du producteur. C'est quelque chose qui devient un vocable très réglementaire, responsabilité élargie du producteur. On va tomber dans le monde merveilleux des institutions, mais nous avons tous une responsabilité. Je l'ai longtemps dit, qu'une bouteille en plastique se retrouve sur une plage, ce n'est pas forcément le producteur de la bouteille en plastique qui l'a abandonnée, mais plutôt l'utilisateur de la bouteille en plastique. Donc il y a une forme de co-responsabilité. Mais j'aime pas me réfugier derrière ça parce que on est encore en train de ne traiter le problème que par une facette. Et ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de dire comment est-ce que tous ensemble, nous pouvons remédier à cette situation dramatique. Et puis plus j'ai avancé avec le temps, plus je me suis rendu compte que le problème était gravissime. Parce que
pourquoi l'anémone de mer perdait de sa fertilité. Ce n'est pas tant le plastique, en tout cas ce que l'on qualifie comme plastique, c'est-à-dire le polymère qui est problématique, mais ce sont tous les adjuvants, toutes les molécules complémentaires qui permettent au polymère d'avoir des propriétés très intéressantes. Quand je donne des cours sur l'emballage, je raconte toujours l'histoire du développement des plastiques, et les premiers plastiques qui ont été utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale n'étaient pas étanches. Et les Américains se sont retrouvés avec des matériaux non étanches alors qu'ils pensaient avoir un matériau étanche. En fait, le matériau il était étanche pendant quelques semaines, mais avec la dégradation du matériau, il n'était plus étanche. Or, pour compenser sa baisse de performance, on a renforcé, on a dopé le plastique. J'aime bien le parallèle avec le coureur cycliste qui monte 4 fois le Mont Ventoux dans la journée. Pour qu'il le monte 4 fois, il faut le doper. Pour que le plastique tienne autant de temps, il faut le doper. Et le vrai problème aujourd'hui de ces matériaux, c'est qu'on y a ajouté énormément de substances qui vont, elles, se libérer parce qu'elles ne sont pas aussi bien intimement liées aux polymères que sont les monomères les uns à côté des autres. Et ce sont ces petites substances, plutôt de petite taille, je dis petites substances, ces substances de petite taille qui vont petit à petit se déliter et polluer à la fois les anémones de mer et puis toute la chaîne alimentaire, parce que vous avez bien conscience que si l'anémone peut en manger, tout le monde peut en manger, et qu'on a tout ce système-là qui se met en place. Prenant conscience de tout ça, je me suis dit, on peut effectivement travailler sur les analyses de cycle de vie. Un joli truc qui fait plaisir à certains. Mais quelle est la véritable fonction? Et là, je rejoins totalement Élodie, parce que pour moi, la fonction d'un emballage, ça n'est pas de faire vendre le produit. Je n'ai jamais voulu vendre de l'emballage de cette manière-là. La véritable fonction de l'emballage, c'est de protéger le produit. Et une des démarches que nous essayons d'avoir auprès de nos partenaires industriels aujourd'hui, c'est de dire quel est l'impact environnemental d'un produit alimentaire qui ne serait pas consommé alors qu'il a été fabriqué par rapport à l'impact environnemental de l'emballage qui va le protéger. Le rapport, il est de 10 pour l'emballage et 90 pour le produit alimentaire. Si je ne consomme pas le produit alimentaire qui est dans l'emballage, eh bien mon impact global, moyenné sur l'ensemble des produits alimentaires, serait de 90. Et de ce fait, eh bien aujourd'hui, la véritable préoccupation, c'est de se mobiliser pour travailler à ce que sera le véritable emballage demain. Pour moi, ce ne sera plus un emballage d'aide à la vente, ce sera un emballage plutôt pensé pour être, pourquoi pas, réemployé. Donc un gros développement en ce moment auprès de l'industrie de l'emballage pour travailler sur de la réutilisation, du réemploi, de la consigne, quelquefois pour utiliser des mots connus par toutes les tranches de population. Travailler sur sa réduction, c'est une évidence, supprimer tous ces emballages qui ne servent à rien. Et puis un mot qui me gêne aujourd'hui de plus en plus, c'est cette notion de recyclage. Parce que recycler, c'est souvent faire croire qu'on va pouvoir réutiliser ces matières. Et là, je rejoins aussi ce qui a été dit. L'aluminium est aussi un exemple que j'aime beaucoup. Pour utiliser un aluminium pour faire des emballages, il faut qu'il soit pur à 99,9%. À partir du moment où je recycle un aluminium, il n'a plus ce taux de pureté. Et donc, je ne peux pas le réutiliser pour faire des emballages. Donc, en fait, je vais être en décyclage de l'aluminium pour avoir des utilisations successives, mais qui ne me permettront jamais de refaire des emballages. Et la réalité de l'aluminium, elle est la même, exactement la même aujourd'hui sur les emballages plastiques dont on voudrait nous faire croire qu'ils seront recyclables, parce qu'on va aussi avoir une forme de dépréciation, que ce soit sur la longueur moléculaire, la longueur des polymères. C'est exactement le cas de la cellulose, ce matériau d'emballage extraordinaire, en tout cas pour la vision de certains. Mais un polymère pétrosourcé va aussi avoir cet abaissement de longueur de chaîne, et au bout d'un moment, il ne sera plus aussi bien recyclable. Donc en fait, on ne pourra pas le réutiliser. Et puis, le dernier point, je n'ai pas géré le timing, Paul. Le dernier point, c'est de me dire qu'aujourd'hui, on voudrait faire croire au consommateur qu'on va pouvoir recycler à peu près tout et n'importe quoi et qu'on va lui remettre ce tout recyclé sur la table. Et là, on va être devant un autre problème qui est juste énorme, c'est un problème de santé publique. C'est que
La réglementation, depuis 30 ans, 40 ans, interdit l'utilisation des matériaux recyclés pour revenir au contact des aliments. L'interdit. Et maintenant, on voudrait nous faire croire qu'on va utiliser des matériaux recyclés pour toutes les applications. Or, ce qui se passera, c'est qu'on va avoir une forme de toxicité qui va s'accumuler dans les matériaux à force de les recycler. Et que cette toxicité, on l'aura dans notre assiette demain. Et ça, moi, j'ai un peu de mal à l'accepter en tant qu'accompagnant des industries de ce type-là. Je reviens sur mon anémone de mer. On a beaucoup focalisé les choses dans le monde, dans notre société actuelle, en disant les emballages sont les responsables de. Les emballages sont les responsables de l'accumulation de nos déchets. On a vu nos poubelles augmenter de manière invraisemblable. Ça, c'est la partie très visible. Je vous invite à découvrir un Science et Vie spécial qui est sorti ces jours-ci, où on fait une analyse de l'origine des microplastiques qui sont aujourd'hui dans les océans. 70% sur les franges côtières seraient dus aux microplastiques issus du lavage de nos vêtements. Donc nos vêtements sont aussi des matériaux plastiques, en grande partie. Et les microplastiques qui sont sur les franges côtières, l'expédition Tara qui est partie il y a quelques jours va nous le démontrer, viennent donc à 70% du lavage de nos vêtements. Et donc là, c'est plus seulement un problème d'emballage. Moi, l'emballage durable, ça me parle. D'ailleurs, les Grecs, quand ils transportaient du vin et qu'on retrouve les amphores au fond des océans, ils ont fait des emballages durables finalement. Quand j'ai commencé à donner des cours sur l'emballage, je disais sur la télévision de ma grand-mère, vous savez, ces gros appareils de télévision, il y avait des espèces de copies d'amphores grecs, c'était très tendance. Et moi, je disais, quand je serai grand, j'aurai une télévision écran plat sur lequel j'accrocherai un sac plastique en guise d'ancêtre des emballages, puisque les sacs plastiques vont disparaître vraisemblablement. Donc ça me faisait rire, mais cet emballage durable, en fait, c'est vrai et faux. L'amphore est un emballage durable, il aura duré au travers des siècles. Le plastique, malheureusement, va durer au travers des siècles. Et ce qui est le plus dramatique, c'est la pollution qu'elle va laisser au travers des siècles. Je m'arrête là, à ce stade. Je ne sais pas où on en est. Bonjour. Donc moi je suis l'intervenant venant de Strat, donc ancienne diplômée 2018 il me semble, en design produit. Et du coup je vais évoquer avec vous le slow design. Pour savoir comment j'ai découvert le slow design, c'est que je m'y suis intéressée parce que j'ai fait Strat en design produit. Et en tant que designer produit, on est un peu responsable de la surconsommation parce que à la base, quand on arrive, on est censé dessiner des produits qui vont être produits en grosse quantité et vendus en France ou partout dans le monde. Sauf que c'était pas hyper en accord avec mes ambitions environnementales. Et surtout, on commençait à prendre vraiment en compte les problématiques liées à la surconsommation. Donc, je me suis dit, comment est-ce que je vais pouvoir continuer d'exercer mon métier tout en respectant l'environnement et en limitant au plus mon impact environnemental. Donc j'ai cherché un peu des solutions et je me suis renseignée. J'ai découvert le slow design. Du coup, le slow design, c'est un mouvement qui date des années 2000, qui a commencé en fait, à cause de la société de consommation. Donc, on connaît le fast fashion, les fast-food. Donc, il y a déjà des choses en lien pour aller à l'inverse, donc vraiment de ralentir et de réapprendre à consommer. Donc, on connaît la seconde main pour les vêtements. Sur la slow food, c'est de mettre en avant le terroir et tout ce qu'on... faire reconnaître les savoirs anciens et vraiment remettre l'homme au cœur de ça. Donc c'est un petit peu pareil avec le slow design. Ça vient d'un théoricien en 2022 qui a sorti un livre, c'est un Anglais qui parle de slow déco. C'est Alasdair Rowan Luke et qui a sorti The Eco Design Handbook. Et du coup, à l'intérieur de ça, il a parlé des différentes valeurs du slow design au nombre de 5 que je vais vous énumérer. Donc la première, c'est ce qu'on apprend un petit peu à l'école de design, de concevoir des produits simples capables de répondre à un vrai besoin. Donc là, on est clairement sur la célèbre phrase « less is more ».
Donc avant de mettre un produit sur le marché, vraiment réfléchir si on en a vraiment besoin et comment le concevoir au mieux pour que soit il ait plusieurs utilités, soit il soit extrêmement durable dans le temps. De vraiment aller à l'encontre de la surconsommation et de la production d'objets en série qui vont être jetés au bout de quelques mois parce qu'un nouveau sera à la mode ou il sera cassé. Donc vraiment de faire quelque chose de plus résistant et durable dans le temps. On a aussi de créer des produits uniques ou développés en édition limitée. Ça, c'est pareil, on est vraiment dans une société uniformisée. On est envahi de produits en fonction des modes. Donc, on va racheter pour décorer son intérieur si la mode change et qu'on est dans la mode. Mais ce n'est pas ça le monde à la base. Donc, il faut vraiment repenser à pas produire plus, mais produire mieux et moins. Nous, par exemple, je ne me suis pas trop présentée, mais après mes études, j'ai lancé une entreprise dans la fabrication de biomatériaux. Donc, je développerai plus tard, ce sera mon deuxième sujet. Mais là, j'ai lancé une marque matérialiste, justement, de matériaux haut de gamme, fabriqués de manière artisanale à Paris. Et le but, en fait, c'est de ne pas faire de surproduction, de produire en fonction des commandes et de, justement, faire des projets personnalisés pour créer les objets qui répondent aux besoins et ne pas surproduire et que les gens commandent plus que ce qu'ils ont besoin, on va dire. Enfin, on a utilisé des matériaux recyclés, récupérés ou upcyclés. Là, dans l'idée, c'est au niveau de la production, soit de produire correctement pour éviter d'avoir des déchets, des chutes de production, donc réfléchir vraiment à la manière de produire, ou alors de déjà intégrer la réutilisation de ces chutes de production pour éviter la production de déchets et d'utiliser au mieux des matériaux recyclés. C'est pas pareil que dans les emballages, ça rentre pas dans les mêmes optiques, mais je vous expliquerai plus tard le côté recyclage des matériaux que j'emploie. On a ensuite valorisé l'artisanat et les savoir-faire traditionnels, parce que là, on a un gros problème on produit tout à l'étranger, on produit plus grand-chose en France, et du coup, on perd tous les savoir-faire qu'on a, sauf que chaque pays a des savoir-faire précis, et ces personnes-là qui restent partent à la retraite, et du coup, il ne nous reste plus rien. Donc, on se retrouve à être dépendant, on va dire, d'autres pays ou d'autres personnes qui ont encore ces savoir-faire. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller voir l'artisan du coin pour ne pas l'oublier. Et il a des compétences, qui fait ça depuis des années. Et c'est vraiment des fois, c'est ancestral. Et du coup, plutôt que d'acheter son produit à l'autre bout du monde, faire vivre le commerce local, on est en plein dans la tendance. Et enfin, respecter l'environnement et contribuer au développement durable. Là, c'est plus au niveau de la production, parce qu'on a des usines hyper énergivores. Et du coup, le fait de produire de manière artisanale, forcément, on est beaucoup moins impactant. On ne peut pas être 100% zéro impact, parce que dans l'idéal, on ne ferait rien. Mais si on veut quand même faire quelque chose, c'est vraiment revoir ses méthodes de production et être le moins nocif. Parce qu'on ne peut pas dire ne pas être nocif, parce qu'à partir du moment où on a une activité, forcément, on génère du déchet, mais faire au mieux pour la planète et l'environnement. Souvent, à SRAT, on nous disait de mettre l'humain au cœur de nos projets. Là, en soi, c'est mettre l'humain et le monde au cœur de la production, de ne pas faire quelque chose parce qu'on nous le demande et que ça rapporte de l'argent, mais de vraiment plus le faire le mieux possible. Voilà. Merci. On est quasiment au milieu de la conférence. Et donc, OnePoint, Samuel et Simon nous ont proposé 2 études de cas, c'est ça? Des projets sur lesquels vous avez travaillé via OnePoint. Ça fera un bel entracte. Est-ce que c'est moi qui commence? Alors, bonsoir à tous, je m'appelle Simon Loquin. Je ne suis pas designer, mais le design est au centre de mon métier. Et je vais vous parler d'un sujet, je pense, qui fait le lien entre tous les sujets, le déchet. Le déchet qui est un sujet du futur qui va tous vous concerner, puisque l'année prochaine, le compost sera obligatoire. Et je viens vous parler d'apporter une vision terrain. Moi, je suis consultant au sein de OnePoint, et mon but, c'est d'aller comprendre la vision des terrains. Donc, je mène des terrains ethnographiques pour comprendre les pratiques, bien au-delà de ce qu'on peut penser quand on est dans nos tours de la Défense, par exemple. Et je vais vous parler du déchet à la maison. Comment les réduire, comment les gérer de façon éco-responsable. Ça a été le sujet pour lequel on a accompagné un de nos clients. Je vais vous faire juste quelques petites slides, parce que nous, on adore les slides dans le conseil. Un peu de contexte. Être écolo, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a
un énorme fossé entre les intentions écologiques et les réelles actions. Au milieu de ce gap, en fait, on a beaucoup d'éléments contextuels. On se rend compte que en fait, la motivation en tant que telle n'est pas suffisante pour transformer l'action. Donc on a beaucoup des éléments contextuels qui vont nous empêcher, quand on se confronte à la réalité, on a le cadre spatio-temporel, l'environnement social, etc., qui vont faire que malgré une intention écologique, finalement, dans les faits, on ne va pas toujours transformer ça en action. Je vous donne l'exemple du compost, auquel vous penserez à moi l'année prochaine, parce qu'en effet, à partir du 1er janvier 2024, va y avoir une obligation de séparer les déchets organiques des déchets normaux. Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup de campagnes de communication qui vont arriver autour du compostage, ce qui fait que moi, en tant qu'être humain, sur le terrain, dans mon quotidien, finalement, je suis induit, un petit peu influencé pour avoir une pratique du me mettre au compostage. Allez, je m'y mets, j'ai un environnement social qui est peut-être favorable, je vois des publicités partout, dans ma coloc, j'ai un super compost. En fait, il y a une autre dimension qui va jouer dans mon comportement. Il y a mes représentations, tout mon univers culturel, mon imaginaire, ma motivation intrinsèque. Bon, là, je suis prêt, je passe à l'action, je m'y mets, sauf que je reçois un bac. Et finalement, en fait, le bac est mal conçu. Il y a des petits trous partout, ça attire au bout de 2 jours absolument plein de moucherons dans ma cuisine, et finalement, j'abandonne. En fait, nos comportements sont la résultante de notre environnement social, notre environnement, on va dire, psychologique, nos représentations, et aussi une dimension qui est l'environnement physique. C'est pour ça que c'est là que les designers, pour moi, ont une responsabilité énorme, parce que c'est peut-être la logique du dernier kilomètre. Sans un objet qui va être bien conçu, finalement, on ne va pas pouvoir faire ce dernier pas qui va transformer en action. C'est pour ça que les designers, mais bien plus, ont une responsabilité énorme. Je vais vous parler juste de l'étude de cas. Voilà les questions qu'on se posait, parce que c'est vrai qu'on parlait beaucoup de matériaux, etc. Et finalement, moi, en tant que citoyen, comment je peux faire pour consommer moins de déchets, mieux gérer les déchets chez moi? Donc l'étude, l'objectif, c'était pourquoi et comment génère-t-on des déchets dans notre quotidien? Une fois que les déchets ils sont là, ils sont créés, finalement, qu'est-ce que j'en fais chez moi? Comment je les évacue? Et puis la finalité, c'était de dire, et si notre client nous demandait, si notre environnement physique nous aidait à adopter des comportements éco-responsables? Consommer moins de déchets, mieux les gérer chez moi, séparer les déchets organiques des déchets non organiques. Sauf que parler des déchets, c'est plus facile à dire qu'à faire. De un, parce que c'est un sujet qui est sensible, c'est-à-dire que les déchets disent énormément de nous, ils sont le reflet de nos modes de consommation. On a honte souvent de nos déchets parce que les déchets sont sales, ils montrent un peu ce qu'on mange, nos choix alimentaires, etc. Donc parler des déchets au quotidien, c'est pas forcément un sujet facile. Deuxième point, en tant qu'ethnographe, moi je vais sur le terrain pour comprendre les pratiques. Le but, c'est de m'immerger dans le quotidien des gens, observer leur environnement spatial, etc., matériel, les faire parler. En fait, c'est un terrain miné. Deuxième point, le déchet, c'est quelque chose qui est absolument inconscient. C'est un comportement. Les comportements autour des déchets, ils sont complètement routinisés, automatisés. On n'en a même plus conscience. Si je vous demande hier ce que vous avez jeté, comment, pourquoi, je pense que vous êtes incapable de me répondre. Parce que on est un peu en mode automatique quand on jette et on s'en rend plus compte. Alors si je vous pose la question, alors c'est compliqué déjà de faire avancer les choses, les comportements. Et troisième point, c'est que le déchet, il est absolument systémique. Tout est relié à nos pratiques du quotidien, sont reliées à la génération de déchets. Quand on fait les courses, quand on pense à ce qu'on va manger, où je vais manger, pourquoi, comment, je fais du télétravail, je mange ici, qu'est-ce que je vais acheter, etc. En fait, toutes nos actions du quotidien sont reliées aux déchets. Et encore après, une fois que j'ai généré le déchet, il faut que je le gère chez moi. C'est pour ça que dans notre méthodologie, on a eu besoin d'hybrider 2 méthodes et 2 métiers surtout. Le designer qui avait un peu son spectre d'action et dans sa quête créative d'imaginer des solutions créatives.
Et face à un sujet aussi complexe, systémique et compliqué, on avait besoin de déployer des méthodes anthropologiques, des disciplines de sciences humaines, pour comprendre vraiment dans le terrain, culturellement, qu'est-ce qu'un déchet, parce qu'en fait, un déchet pour un Coréen, pour un Américain ou pour un Français, c'est pas pareil. Et puis pour comprendre vraiment la réalité du terrain et comprendre tout cet écart, ce green gap justement, qui empêche de transformer l'intention en l'action. Donc très concrètement, ce que l'on a fait, on était avec une designer, un anthropologue, on est allé sur 3 continents, et sur chaque continent, chaque pays, on voyait 10 personnes, et on passait une demi-journée dans chaque personne. Et grosso modo, qu'est-ce que l'on faisait? En fait, on ouvrait les frigos. En fait, comme les gens ont du mal à parler de leur propre pratique, la méthodologie elle est assez originale. C'est que l'idée, c'était de reconstituer finalement les pratiques passées. Parce que si on faisait les choses bien, il faudrait que je dorme chez les gens pendant 1 mois pour être témoin de tous les gestes lorsqu'ils jettent, lorsqu'ils achètent, etc. On n'a pas ce temps. Du coup, la méthodologie elle est assez originale. On va essayer de reconstituer les pratiques passées en ouvrant les frigos, en leur demandant expliquez-moi, quand est-ce que vous avez mangé ça? Je voyais que vous avez des restes, etc. etc. En simulant des comportements. Donc, je demandais aux gens de m'éplucher des légumes chez eux pour observer. Finalement, moi, j'étais très intéressé pour comprendre dans leur cuisine où est-ce qu'ils épluchent, où, quand, comment. Un Coréen n'épluche pas des légumes au même endroit qu'un Français, parce qu'il y a un rapport au sale qui est complètement différent. Donc, quand on pense aux déchets, à réduire les déchets, en fait, finalement, il faut s'intéresser à tout le pan culturel qu'il y a derrière. Et dernier point, je m'intéressais aussi beaucoup à lorsque les déchets sont là, en fait, c'est bien gentil, mais il faut les gérer, il faut les évacuer hors de chez soi. Et il y a beaucoup de tensions anthropologiques entre le propre, le sale, le dedans, le dehors, autour du déchet, ce qui fait que du coup, changer les pratiques autour du déchet, il y a du boulot, c'est plein de défis. Et donc, je demandais aux gens, avant que j'arrive chez eux, de me garder pendant 2-3 jours des déchets et leur dire, bon, c'est le moment, et pouvez-vous me montrer comment vous jetez? Donc, j'accompagnais pour comprendre, pour capturer tous les faits et gestes chez eux. Qu'est-ce qu'ils mettent? Vous voyez une photo, là, c'est rigolo, en Asie, avec la culture du sale, en fait, le déchet est sale. Alors, plein de stratagèmes pour ne pas toucher directement, etc., etc. Vous voyez qu'il y a beaucoup de poubelles aussi. En Allemagne, c'est 6 ou 7 poubelles de tri. Donc, les Allemands qui trient ont une cuisine encombrée. Comment, en tant que designer, je résous ce problème pour avoir la bonne place du déchet dans ma cuisine, sachant que j'ai 7 poubelles. Enfin, je ne s'en sors plus. Bon. Très, très rapidement, ce que l'on a fait, c'est qu'on a découvert qu'en fait, tout le monde ne génère pas les déchets de la même façon et ne gère pas les déchets de la même façon chez eux. Typiquement, on a identifié qu'il y avait 3 typologies d'usage et 3 typologies d'usagers. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des parcours pour comprendre à chaque fois, finalement, où sont les grandes zones de douleur et finalement, est-ce qu'il y a des points communs entre un Américain, un Asiatique et un Français et un Européen dans la façon dont ils génèrent des déchets? Est-ce qu'on peut designer une solution unique qui répondrait aux irritants des 3 pays, des 3 cultures? Et puis, on a comparé à chaque fois les grandes dimensions en fait, qui entraient en jeu lorsqu'on est en lien avec ces déchets. Et je vais finir avec 3 apprentissages. Bon, on n'a pas la solution parce que notre périmètre d'action, c'était de dresser un diagnostic et puis cibler en fait les grandes problématiques, les vraies problématiques du terrain. On parlait du vrai besoin. Le but, c'était de se confronter au terrain pour comprendre le vrai besoin, pour faire évoluer les comportements. Le premier apprentissage, c'est qu'on ne naît pas déchet, on le devient. Alors, je m'excuse parce que c'est pas très... pas de lien avec la phrase et son origine. Mais c'est de 1, le déchet en devient déchet. C'est Mary Douglas, anthropologue, qui disait le déchet, c'est quelque chose qui n'est pas à sa place. Par exemple, des chaussures de sport qui sont pourtant propres, si je les mets sur cette table, là, ça devient sale. Des ustensiles de cuisine que je mets sur un lit, là, c'est sale. Donc en fait, le sale, le déchet, il a une définition qui est dynamique, mouvante.
Ce qui fait que c'est compliqué de traiter, de parler du déchet parce que sa définition, elle est vivante au cours du temps. Typiquement, j'ai un carton Amazon que chez moi, alors peut-être, voilà, j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient honte de me parler de leur carton Amazon, mais ça sauvait complètement leur quotidien. Quand je reçois mon carton Amazon, en fait, la dimension ça est importante et la dimension d'utilité aussi est importante quand on parle de déchets. Ben, mon carton Amazon, quand j'en ai plus besoin, ben, c'est là que ça devient un déchet, à ce moment précis où j'ai ouvert mon carton et finalement, c'est là que naît le déchet. Donc finalement, le déchet, c'est compliqué de le cibler, de le localiser dans un quotidien. Alors imaginez le faire évoluer. Et bon, je pourrais en parler très très longtemps. Mince, pardon. Surtout qu'on a observé sur le terrain une grande déconnexion entre moi, consommateur, je fais mes courses, etc., j'achète mes packaging, recyclés ou non, et mon moi, citoyen. En fait, il y a une déconnexion, ce qui fait que très souvent, comme le déchet, en fait, il acquiert le statut de déchet bien après, lorsqu'il est plus utile, lorsqu'il devient sale. Bah finalement, lorsque je fais mes courses, je pense en avance de face, pas forcément aux déchets que je vais générer. Ce qui fait que les gens disent qu'ils ont une bonne attitude proactive envers le déchet lorsqu'ils commencent à trier et que le déchet existe. Mais c'est déjà un peu trop tard parce que, comme on dit, le meilleur déchet est celui qu'on ne génère pas. Deuxième point, pour une fois, on fuit l'expérience sensorielle à tout prix. On parle beaucoup de marketing sensoriel, etc. dans les grandes marques. On veut le levier sensoriel, mais nous du sensoriel. Les clients nous demandent beaucoup. Bah, pour une fois, en fait, l'expérience sensorielle, elle est fuie à tout prix parce que le déchet, il sent, il est contaminant. On n'a pas envie de le toucher. Le moins possible, on a peur, il nous stresse. Je parle du déchet organique qui est comme à surveiller comme le lait sur le feu. Et enfin, troisième point, un bon trieur a une cuisine encombrée. Si jamais vous allez en Allemagne, allez chez des gens qui trient. Vous verrez, là, c'est la photo de chez une Allemande qui avait honte de ses poubelles. Et donc, il y a encore aussi un travail à faire là, sur la conception des espaces, des poubelles. Comment on fait pour, finalement, pour gérer ces déchets et là, c'est le mot de la fin que je n'ai pas. Comment gérer ces déchets pour qu'il y ait un encombrement qui ne soit pas forcément mental, encore moins physique et spatial. Donc voilà, il y a du travail. Vous voyez, moi, l'objectif de ce cas d'usage, c'était de comprendre qu'il faut comprendre la réalité du terrain pour faire évoluer les pratiques et concevoir au plus juste et au plus proche du besoin. Merci Simon. Tu peux vraiment parler de poubelles pendant des heures, c'est incroyable. Alors, ce qui est magnifique dans le métier de consultant, c'est qu'on a une diversité dans les projets qui est absolument incroyable. On peut le lundi être à Singapour à faire les poubelles, le mardi se retrouver chez Chanel à imaginer les produits du futur et le mercredi à faire des bouteilles de ketchup pour Heinz. C'est ce que je trouve vraiment passionnant dans ce qu'on fait chez OnePoint. Et le projet dont je vais vous parler, je pense qu'il était assez unique de mon expérience de designer, parce que c'est la première fois où on m'a demandé d'imaginer une expérience paysagère. Étant designer industriel, comme beaucoup de personnes ici, ayant très peu de background en la matière, à part le fait que j'ai une mère agronome qui ça m'a pas vraiment aidé à la base. Par contre, j'avais quand même un mur de rebond pour m'assurer de ne pas faire des bêtises. Je vous explique un petit peu le projet. Alors, c'est un promoteur immobilier avec qui on travaillait déjà depuis plusieurs années, avec qui on faisait des projets principalement d'aménagement d'intérieur, où on travaillait justement les matériaux, etc., les usages. Et en sortie de la Covid, ce qui s'est passé, en sortie du premier confinement, c'est que tout logement avec un accès à un jardin, avec un petit balcon, dès qu'il y avait une plante verte dans le coin, la valeur du mètre carré avait explosé. Donc les promoteurs immobiliers se sont dit, bon, maintenant, l'espace vert, c'est plus une perte d'argent, une perte d'investissement. On va réellement mettre de l'énergie et de l'argent là-dedans. Donc, c'est parti dans les COMEX. Ils ont réfléchi à plein de choses. Ils ont dit, d'accord, on va faire une promesse à nos futurs propriétaires, un arbre, un habitant. Alors, un arbre, un habitant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une phrase, ça sent bien. Maintenant, il fallait trouver des consultants pour trouver comment on arrivait à prendre cette promesse de un arbre, un habitant et à l'amener dans quelque chose de concret. Donc, un arbre, un habitant, c'était pourquoi? C'était déjà dans cette idée de ramener la nature en ville.
le promoteur immobilier fait essentiellement des projets urbains et périurbains. Donc ramener de la nature en ville, c'est végétaliser les espaces communs, mais aussi les espaces privatifs, et cette fameuse promesse de un arbre, un habitant. Et c'était probablement la plus grosse partie, la pièce la plus compliquée du puzzle, parce que quand on a 200 habitants dans un immeuble et 100 mètres carrés de parties partagées où on peut planter des arbres, et qu'on sait qu'on peut difficilement planter un arbre au mètre carré, un arbre a besoin de beaucoup plus d'espace, on se retrouve dans un cul-de-sac. Et donc, il a fallu réfléchir à la façon d'arriver à un arbre, un habitant, et à déjà définir ce qu'était un arbre. Parce que déjà, il faut se dire, qu'est-ce qu'un arbre ? Déjà, je ne savais pas avant de faire le projet, mais en dessous d'une certaine taille, un arbre n'est pas un arbre est un buisson. Et donc, il a fallu définir ce qu'était un arbre. Et on a dû définir aussi ce qu'étaient les enjeux de la nature en ville. En fait, qu'est-ce que ce promoteur immobilier cherchait réellement à accomplir avec cette promesse d'un arbre un habitant, avec cette nature en ville. Et bon, le premier enjeu, le plus évident, c'était ramener la biodiversité. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'en ville, ça fait depuis que la ville existe qu'on essaie de se débarrasser des insectes, des animaux, des mauvaises herbes. Et là, c'est tout le contraire. C'est comment est-ce qu'on ramène ces insectes, comment est-ce qu'on ramène ces herbes naturelles, ces plantes rustiques dans notre paysage. Et pourquoi est-ce qu'on veut ces insectes ? Parce que ces insectes sont bénéfiques pour les plantes. Ces insectes, c'est aussi la nourriture des oiseaux, donc ce qui fait qu'on a des jolis chants le matin dans notre jardin. Donc cette biodiversité en ville, elle est très importante et ça va on parle des abeilles, mais ça va de la fourmi et parfois d'autres rongeurs qu'on pourrait considérer comme indésirables, mais qui ont leur rôle dans la biodiversité urbaine. Donc cette biodiversité en ville, on a, en tant que designer industriel, il y avait aussi un urbaniste avec moi et on a bien entendu trouver un architecte paysager. On a dû trouver des dispositifs qui permettent de créer des hôtels à fourmis, des hôtels à insectes, des abris et créer aussi le plus d'espace possible pour que les herbes poussent naturellement. J'ai trouvé ce visuel-là que je trouvais assez intéressant. Ça, c'est la faune urbaine parisienne. Il y a des documents qui ont été créés par la mairie pour la décrire. Deuxième enjeu climatique. Donc les fameux enjeux climatiques, on en parle beaucoup. On ne sait pas nécessairement ce que ça veut dire concrètement pour nos aménagements urbains. Donc déjà, premier enjeu climatique d'un point de vue engagement propre pour un promoteur immobilier, c'est la captation carbone. On se dit, je plante un arbre, je vais capter du carbone. Donc ça, c'est la translation. Mais pareil, planter un arbre, il y a une notion de durabilité parce que cet arbre, si tu le plantes et qui meurt 2 ans plus tard, tu n'as pas capté grand-chose. Et surtout, si tu le plantes et que derrière, tu le coupes et tu le brûles, tu reviens remettre le carbone dans l'atmosphère, c'est pas gagné. Donc, donner l'espace à ces arbres pour qu'ils atteignent leur pleine croissance et qu'ils captent le maximum de carbone, ça voulait dire sur un terrain de 100 mètres carrés, ça veut dire qu'in fine, en arbres matures, il y en aura très peu. Il faut trouver d'autres endroits où planter ces arbres. Mais ça veut aussi dire qu'un arbre qui se porte très bien aujourd'hui à Paris, dans quelques années, il ne va pas se sentir si bien. Donc, la carte que vous voyez ici, c'est les zones de rusticité qui représentent un peu la migration que vont devoir subir les plantes dans les prochaines années. Donc ça nous a forcé à réfléchir et à prévoir dans ce projet de paysager pour le promoteur immobilier, de se dire, d'accord, les plantes qu'on va planter pour ce projet immobilier qu'on espère durera 100 ans, ce n'est pas les plantes qui se portaient bien ici il y a 20 ans, c'est les plantes qui se portent très bien à Lyon ou même voire dans le sud de la France, parce qu'on sait qu'elles vont survivre les 10-20 prochaines années de canicule. Donc, sur les enjeux climatiques. Sur les enjeux climatiques aussi, le fait de planter des arbres, et ça, les maires français en parlent souvent, c'est de créer des zones de fraîcheur. Et c'est une des raisons pour lesquelles les espaces, les immeubles avec des arbres sont appréciés, c'est qu'on perd des degrés en temps de canicule, et ça crée des microclimats qui sont très appréciés. Les enjeux climatiques. Pour travailler sur ce sujet-là, on a créé carrément un catalogue de rusticité à partir duquel pouvaient travailler
les architectes paysagers du promoteur immobilier. Donc en fonction de là où était le projet, on leur disait, bon, ça c'est les plantes qui vont survivre aux 30 prochaines années. Si vous les plantez maintenant, ils vont survivre aux canicules de 2040, 2050 et au grand feu national de 2060. Les enjeux humains. Donc bien entendu, les humains sont très importants quand on parle de nature parce qu'ils vont faire en sorte que ce sera soit les alliés, soit les ennemis de la nature. Donc tout ce qu'on apportait en termes de nature, on essaie d'imaginer des fonctionnalités. Soit un espace où les enfants peuvent jouer, où les adultes et leurs enfants aussi peuvent cultiver, comme les potagers qu'on voit ici. Imaginez aussi comment les zones qui sont du coup plus accessibles parce qu'elles sont trop végétalisées deviennent des zones d'éducation en ajoutant des petits panneaux éducatifs sur ceci est un hôtel à insectes, voici comment ça fonctionne, etc. Donc un travail d'expérience utilisateur dans sa globalité, une réflexion autour du mobilier urbain, chose que j'aurais jamais pensé avant de faire ce projet, l'impact d'un éclairage dans une copropriété. Qui pense à l'éclairage dans sa copropriété, c'est super important pour avoir une biodiversité. Les plantes, c'est un peu comme toute espèce vivante. Si on lui met un projecteur en pleine gueule 24 heures sur 24, la nuit, il ne peut pas dormir, il ne peut pas se reposer. Et il a l'impression qu'il devient insomniaque. Et pareil pour les insectes, si on éclaire la chaussée à 100% pour que ce soit bien sécuritaire, bien propre, eux, la lumière en pleine nuit, c'est le danger. Ils peuvent être vus par un prédateur. Donc, on doit créer des couloirs de noirceur dans la copropriété pour que les insectes puissent circuler. Donc, on a découvert tout ça. En tout cas, j'ai découvert tout ça pendant ce projet. Donc, les 3 fonctions principales qu'on a imaginées pour nos jardins, les fonctions sociales, de contemplation et de biodiversité. Et ça a donné ce type de projet. En fait, c'est un guide, c'est un cahier des charges qu'on remet aux différents chargés de projet des promoteurs immobiliers en disant sur votre projet, avec le budget qui est alloué pour les parties communes vertes, voici ce qui est possible. Donc des parkings végétalisés où on utilise justement, on vient non pas créer des grandes dalles d'asphalte, mais plutôt créer des ondes poreuses qui vont absorber l'eau et la redistribuer vers les plantes. Très important. Créer aussi des zones d'abri pour le vent, c'est pas mal pour les voitures. Créer des zones, et ça c'était marrant parce que avec mon infographiste 3D, on avait mis les plantes et le paysagiste expert en biodiversité, il disait toujours plus haute la pelouse, plus haute la pelouse, plus haute la pelouse. Ça commence à ressembler à une friche là, donc plus haute la pelouse. C'est à ça que ça doit ressembler pour avoir de la biodiversité dans sa copropriété et que ça devienne réellement un îlot de fraîcheur. Pour garder l'humidité, etc. Conserver les eaux de pluie aussi, ça c'était les bacs qui sont là, ça a juste l'air de bacs à fleurs, mais il y a des centaines de litres d'eau qui sont stockés en dessous pour justement conserver l'eau de pluie plutôt que ça parte dans les égouts et dans la Seine. De quoi abriter les insectes, les oiseaux, etc. De quoi aussi s'abriter soi-même et avoir des espaces de discussion, d'espace social. Et bien entendu, pour les projets qui peuvent se le permettre, un rooftop avec un petit potager, c'est toujours sympa. Et voilà. C'était mon expérience d'apprenti architecte paysager. Merci pour ces 2 études de cas hyper concrètes. Tu as un micro, Elodie? Oui, c'est bon. Oui, j'ai. Merci. On reprend sur la boucle avec nos intervenants extérieurs et tu nous parles d'un deuxième préjugé durable. On a un tout petit peu commencé à évoquer le fait que recycler serait une priorité. Certes, mais si on regarde d'un petit peu plus près, on se rend compte qu'aujourd'hui, vous le savez tous, je pense, je ne vais rien vous apprendre, on est toujours dans une économie dite linéaire. Take, make, waste. Je prends, je fais des trucs, je jette. L'économie du recyclage, c'est ce que vous voyez au milieu, c'est je fais quelques petites boucles, mais j'atteins quand même la poubelle à un moment donné, qui est très d'actualité. L'économie de la circularité, on oublie les poubelles. Donc les cuisines seront enfin propres et belles, il n'y aura plus ces poubelles. On est très loin d'une économie circulaire. Il y a un rapport qui s'appelle The Circularity Gap, qui est publié chaque année. Le dernier rapport fait état d'une baisse même, d'une réduction de la circularité, et on est aux alentours de 8,5,
9%, donc avec ça donne une grande marge de progression, vous allez me dire. Et ça, c'est un schéma que vous connaissez peut-être, dit un peu schéma papillon, qui illustre la circularité, qui vient de la Ellen MacArthur Foundation. Vous vous souvenez toutes de la navigatrice Ellen MacArthur. Et en naviguant, elle s'est rendue compte de tout un tas de trucs. Et elle a fondé une fondation et elle s'occupe de la question de la circularité. Et ce schéma, qui sur la gauche décrit plutôt les questions agricoles, hein, sur la droite, en bleu, les questions qui vont nous occuper là plutôt aujourd'hui sur la production d'objets, classiquement. Vous avez donc l'économie linéaire de haut en bas, je prends, je fais et je jette. Et puis ces boucles-là de la circularité en aile de papillon vous montrent qu'il y a plusieurs options pour faire de notre économie quelque chose de plus circulaire. Et oh, surprise, ce qui est hyper intéressant pour moi dans ce schéma, c'est que recycler, c'est la dernière roue du carrosse à activer. Pourquoi ? Parce que vous le voyez très bien sur ce schéma, recycler, ça oblige de remonter très loin en fait dans la chaîne toute droite du take, make, waste. Parce que pour recycler, il va falloir identifier, enfin collecter, identifier, trier, et puis surtout remouliner le truc. Et dans le bignou, il faut de l'énergie. Et cette énergie, c'est ça qui nous coûte aujourd'hui beaucoup en termes d'impact environnementaux. Donc recycler, c'est pas la panacée. C'est pas la seule chose à activer. Et dans les boucles à activer, il y a un drôle de truc d'orthographe, de compatibilité. Donc, refuse R. Donc, il y a tous les R, effectivement, à activer. Le premier truc, c'est refuser. Je n'en veux pas. C'est pas toujours facile à faire, hein, je le sais. Réduire. Réduire, c'est une autre option, effectivement, avant même ces boucles que l'on va voir sur le schéma d'Ellen MacArthur. Refuser et puis réduire. Et là, vous avez un projet assez sympathique de Christiane Meandersma, que vous connaissez peut-être, qui est une designer néerlandaise. Et ce projet s'appelle One Sheep, One Sweater. Moi, mon interprétation de ce projet, c'est non, on te file un mouton. Si tu as de la chance, tu as un gros mouton, tu auras un gros pull. Si tu n'as pas de chance, tu as un petit mouton, tu as un petit pull, mais c'est la vie, quoi. Hein, c'est comme ça, en termes de ressources, c'est un petit peu à ça, normalement, qu'on devrait se plier. Dans l'idée de réduire, il y a cette idée de réduire les emballages. Et que peut-être qu'au lieu d'avoir des bouteilles d'eau tout à l'heure, on aurait eu un saladier de gouttes d'eau, l'eau étant emprisonnée dans une matière de type alginate qui vient de la grande époque de la sphérification et de la cuisine moléculaire assez récente. Mais vous allez gober de l'eau, il y a absolument aucun déchet en l'occurrence. Ou bien là, ce projet d'une créatrice, jeune designer, qui a travaillé sur le savon liquide, emballé dans du savon solide. Du coup, une fois que vous avez fini votre savon liquide, vous passez au savon solide et puis il n'y a plus rien non plus sous la douche après tout ça. Réparer. Ça, c'est la première boucle, effectivement, officielle de la circularité. On va essayer de faire durer le plus longtemps possible. Et ça, il y a des endroits dans le monde où on a déjà bien pratiqué la chose, en particulier au Japon, où vous avez cette méthode du kintsugi, où vous allez magnifier, en fait, la réparation. Vous allez utiliser du fil d'or, de la poudre d'or, pour mettre en avant les défauts et le fait que l'objet a vécu, mais qu'il n'en est pas moins désirable, au contraire. Puis ça fait une bonne leçon pour ceux qui commencent à vieillir et qui se rendent compte qu'il vaut mieux qu'on apprécie les trucs un peu cabossés, parce que sinon ça va être sportif. Vous verrez tous quand ça vous arrivera. L'increvable, qui est un autre exemple d'un projet où on va réparer et on a conçu pour réparer. Donc un projet d'un designer français. Son nom l'indique, cette machine à laver, elle est increvable parce qu'elle est facile à démonter, parce qu'il n'y a pas 12 milliards de pièces, parce qu'il n'y a pas tout un tas de trucs électroniques qui fait que vous branchiez une valise, que vous ayez la valise pour vous faire un diagnostic sur le problème et la réparation. On peut réparer et c'est pas difficile. Réparer, aujourd'hui, vous avez des marques comme Patagonia ici qui vraiment positionnent ça comme un acte manifeste, radical, et de plus en plus de marques, en particulier dans le domaine de la mode, vont vous proposer des ateliers de réparation. Nudie Jeans, vous vous pointez, il y a des repair shops, vous amenez votre jean, on va vous expliquer comment le réparer. Donc l'art de la réparation devient assez important. Et puis on peut regarder certaines matières comme des matières réparables. Il y a tout le mythe de la matière auto-cicatrisante, il y a tout un tas de projets autour de ça et tout un tas de matières et de parades et de solutions. Mais on pourrait regarder par exemple les solides surfaces, la famille des corians, crayons que vous connaissez certainement de nom de marque, comme des matières qui peuvent être regardées comme des matières facilement réparables parce que une entaille, une éraflure, on peut venir repolir et rajouter la même matière sous forme liquide pour faire des choses qui sont absolument propres, nickel, net,
en venant réparer. Donc ça, c'est des matériaux qui vont être intéressants si on les fait durer très 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 longtemps. Et dans le domaine médical, par exemple, le corian existe depuis assez longtemps et a fait ses preuves. Par contre, quand on fait un stand temporaire pour 2 mois et qu'on met du corian, ça, c'est abusé. Réutiliser, c'est une autre des parades dans la circularité. On voit de plus en plus des solutions qu'on appelle les solutions de refill dans le domaine cosmétique ou dans le domaine des détergents, par exemple, où vous vous pointez avec votre bouteille. Il y a aussi le vin qui revient avec, moi quand j'étais jeune, il y avait la consigne. Là aujourd'hui, il y a des marques qui se positionnent comme ça. Vous allez amener votre bouteille, vous la remplissez au cubi et vous repartez. L'idée de réutiliser, ça peut être exactement pour le même type d'usage, mais ça peut être aussi de venir décaler. Donc là, on est dans une forme de, on pourrait discuter, est-ce que c'est de la réutilisation, de l'upcycling ou tout ce que vous voulez, mais ces bouteilles de Coca-Cola, on vous propose tout un tas de plug-in qui vont remplacer le bouchon classique et qui permettent de transformer la bouteille en un gros feutre, parce que vous allez mettre de l'eau colorée ou de la peinture à l'intérieur pour des gamins, un pchit-pchit pour vos plantes et pour arroser les arbres de la copropriété, pour en faire des haltères avec 2 bouteilles, etc. L'anecdote veut que ce pack-là de plug-in était donné si vous achetez, je sais pas, 12 bouteilles de Coca-Cola en Asie. En Europe, ça n'a jamais été autorisé, ni aux États-Unis. Pourquoi ? Pour des questions de législation, parce que figurez-vous qu'il y a déjà eu des procès pour des marques telles que Coca-Cola qui donnaient leur extrait sec et on mettait de l'eau, mais l'eau n'était pas bonne et donc les gens s'intoxiquaient avec le Coca à la mauvaise eau ou avec la boisson ou les cosmétiques. Et donc des grands groupes comme Coca-Cola ne veulent pas prendre le risque d'avoir un procès si on a mis la mauvaise eau. En Asie, on s'en fout complètement. Les enfants peuvent mourir, ça, c'est pas très grave. Donc, c'était possible en Asie. Je plaisante. Il vaut mieux préciser de nos jours, on ne sait jamais. Autre utilisation d'une bouteille qui peut être de Coca ou de Pepsi, on ne va pas faire de discrimination, c'est la possibilité de les fixer en particulier dans des bidonvilles où souvent les habitats tôle ondulés complètement obscurs durant la journée, en l'occurrence, pas du tout de lumière. Là vous faites une petite entaille dans le toit en tôle ondulée, vous fixez une bouteille avec de l'eau, un petit peu de détergent pour pas que ça jaunisse, 2 tiers à l'intérieur, 1 tiers à l'extérieur, elle va récupérer la lumière du soleil et la diffuser à l'intérieur. C'est une ampoule sans énergie. Bien sûr, quand il fait nuit, ça ne marche plus. Mais en attendant le jour, c'est quelque chose qui change la vie des gens qui, hélas, habitent dans ce type de maison. Refabriquer, c'est aussi une autre manière. Vous reprenez la bonne vieille chaise que vous avez vue et que votre voisine a jetée sur le palier ou dans la rue, un petit coup de peinture, un petit coup de ponçage, un petit coup de changement de tissu et c'est reparti, mon kiki, pour une nouvelle vie. Recycler, c'est donc la dernière roue du carrosse, mais il y a évidemment tout un tas de possibilités, malgré tout, et on l'a évoqué, on peut l'évoquer. Ici, vous avez un habitat qui est conçu qu'avec des matériaux de récup ou de recyclés. Et les tuiles que vous voyez là sont des tuiles à partir de matières plastiques qui ont été recyclées, récupérées de déchets de type contenants, bouteilles, etc. en PET. Ici, vous avez des chutes de textiles qui sont récupérées, recompressées pour faire des panneaux qui vont pouvoir venir concurrencer peut-être un panneau de MDF dans de l'aménagement intérieur. Et puis, vous avez des recyclages un petit peu manifestes, comme ici Humanium, qui vous propose d'acheter une montre ou un support d'appareil photo en métal. Le métal vient d'armes de contrebande ou d'armes illégales qui ont été récupérées. Donc c'est aussi un positionnement politique, évidemment, avec ce recyclage-là. Et puis, la dernière roue peut-être de cette question de circularité, c'est reconsidérer. Il y a peut-être d'autres choses à faire. La première chose pour un designer, c'est peut-être d'imaginer des objets qui vont être le plus durables possible. Et pour qu'ils soient durables, il faut qu'ils soient désirables certainement très très longtemps. Donc, quand on est en train de faire des trucs et qu'on se dit là je fais du gadget et je sais que mon truc il est hyper mode mais ça va pas durer longtemps, est-ce qu'il faut continuer à faire ça ? Est-ce qu'il faut pas viser une espèce d'esthétique absolue durable qui est super difficile à faire parce que c'est pas évident de se dire je vais faire un truc qui va être immortel, qui sera beau dans 100 ans, mais ça c'est un vrai challenge et ça c'est aussi une question à se poser. Et puis il y a d'autres modèles qui se mettent en place. Aujourd'hui vous achetez plus des fringues, vous les louez. Vous n'achetez plus de voiture, vous la louez. Aujourd'hui, une voiture, elle attend 97-98% de son temps sur sa place de parking et elle vous attend. Et franchement, c'est certainement l'individu ou l'objet, le truc qui vous aime le plus dans la vie, quoi. Parce que pour vous attendre à ce point-là. Mais ça a tout son sens de la partager. Parce qu'une fois qu'elle est faite, autant maximiser l'usage de l'objet. Et là, en l'occurrence, le car sharing, il est justifié. Vous avez même des marques qui vont jusqu'à reconsidérer leur modèle au point de vous dire « n'achetez pas nos produits ».
Ils n'en ont jamais vendu autant. Donc là, ça dit un peu tout de nous, consommateurs. En attendant, ils mettent un pavé dans la mare. Et moi, ce que je vous propose, en bon français, c'est la révolution. On va la faire peut-être demain. Ça dépend de vos convictions politiques. Comment passer derrière? C'est sympa. Alors moi, j'avais envie de réagir sur plein de choses dans ce que j'ai entendu. On aura un peu le temps de réagir ensuite. Hein. Je peux déjà réagir. Oui. Je vais commencer par rebondir un petit peu sur la notion de recyclage. J'avais un peu lancé le pavé dans la mare et en disant que c'était quelque chose qui me gênait de plus en plus. En fait, je comprends aussi de plus en plus à qui sert le recyclage. En tout cas sur les matières plastiques aujourd'hui. Et j'ai toujours une petite phrase un peu à la con pour décrire ça. Je dis que le recyclage sert surtout aux chiffonniers. Et chiffonnier, c'est le deuxième plus vieux métier du monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez du troisième, mais le deuxième, c'est chiffonnier. Et aujourd'hui, ça sert surtout aux chiffonniers, le recyclage, parce que tous ceux qui vont s'amuser à gagner beaucoup d'argent sur le déchet, et le déchet, d'un point de vue réglementaire, c'est assez subtil, parce que c'est le truc qu'on a abandonné. Hein, quand j'abandonne un objet sur le bord de mon trottoir, ça devient un déchet. Et du coup, je perds sa propriété. Je transfère la propriété du déchet à celui qui va assumer la collecte du déchet. Donc, vous vivez dans cette belle ville, là, vous avez vu l'abandon de la propriété du déchet dans les rues il y a quelques semaines. Mais c'est hyper stratégique parce que, du coup, c'est ou la collectivité qui a la charge de la gestion du déchet, ou le fait qu'elle ait transféré cette charge à un prestataire qui est le chiffonnier, qui s'appelle Veolia ou Paprec, ou ces noms-là que vous entendez, hein, qui sont des petites sociétés qui gagnent peu d'argent en récupérant vos déchets, mais qui surtout espèrent en gagner encore plus en recyclant nos déchets. Et c'est là que, pour moi, le vice s'installe, parce que c'est assez subtil, mais l'organisation actuelle de cette stratégie de recyclage, elle sert essentiellement ces professionnels-là. Donc ça, c'était ma petite réaction pour provoquer d'autres réactions tout à l'heure dans la salle. Alors moi, les slides que j'avais préparées, c'était celle-ci. J'ai commencé comme emballeur, je vous l'ai dit, et il y a un gars qui s'appelle Thomas Pesquet qui a fait un premier vol dans la station spatiale sur la Station spatiale internationale, et qui, un peu comme avait dit un autre gars, qui a pris conscience que notre planète était en train de brûler, quand il a vu ce qui se passait après son premier voyage, puis juste avant son deuxième voyage, a dit il faut à tout prix que nous, dans notre petit système de vie à 400 km au-dessus de notre planète, mais qui demain va devenir aussi un autre système de vie sur la Lune, et puis un système de voyage pour aller vers Mars, et puis un autre système peut-être de vie sur Mars. C'est dit, il faut à tout prix qu'on ait un comportement qui ne soit pas un comportement d'humain, enfin le comportement que les humains ont eu. Et j'ai eu la chance d'être sollicité pour travailler sur la possibilité de repenser notre façon de consommer à l'intérieur de la Station spatiale internationale, puis sur les bases lunaires. Et on en arrive à des démarches de reconception des emballages. Donc là, vous voyez 2 emballages qui ont été testés. C'est un emballage que Thomas Pesquet voulait comme étant comestible. Donc ce sont des plaques de pain d'épices, des plaques de pain de Gênes et des plaques de madeleine au chocolat, parce qu'il aime bien les madeleines au chocolat, il aime bien le pain d'épices au gingembre aussi. Donc on a utilisé des plaques de matériaux avec des propriétés absorbantes de choc, des propriétés de résistance aux vibrations, pour en faire des matériaux d'emballage, en fait de protection des expériences qui sont montées dans la Station spatiale internationale. Alors bien évidemment, comme ces produits vont être consommés potentiellement par les astronautes, il fallait qu'ils ne soient pas contaminés par des
par des levures, moisissures, bactéries. Donc on a mis des matériaux autour, des emballages autour de ce qui était un emballage, toute la complexité de l'emballage. Et on a dû faire même une carcasse un peu rigide. Et cette carcasse un peu rigide, on la voit aussi sous forme pleine dans la partie supérieure. Là, c'est un travail de bio-inspiration que l'on a fait, de fabriquer des polymères naturels, en fait, de faire fabriquer des polymères naturels par des micro-organismes, par des bactéries, pour ensuite les transformer avec des technologies que nous possédons, que ce soit des technologies d'impression 3D ou des technologies d'injection, donc des technologies connues dans le monde de la fabrication des objets. Et on a fait donc des emballages dans ce type de matière. C'est très petit, mais on voit sur la photo en haut à droite, je ne sais pas si ça fait pointeur, ce petit truc-là, sans doute. J'essaye. Bon, vous apercevez un petit cercle en haut à droite dans la photo, c'est une petite barquette injectée qui servira à consommer les produits, des produits que les astronautes vont fabriquer, des plats alimentaires qu'ils vont fabriquer. Aujourd'hui, ils ne le font pas, hein. Les astronautes consomment des produits tout faits, emballés dans des jolis matériaux extrêmement complexes, PP, EVOH, PVDC ou PP, EVOH, ALU, etc. etc. Enfin, c'est des trucs de fou. Et là, c'est toute l'évolution qu'on essaye d'avoir pour travailler sur le futur. En fait, l'exploration spatiale, je ne parle pas de conquête, moi je ne travaille que sur la partie exploration, doit nous permettre d'explorer notre bêtise humaine pour essayer de tenter de réparer le vaisseau Terre. J'ai des amis qui parlent beaucoup de réparer le vaisseau Terre, mais de se dire on peut imaginer des choses différentes. Et aujourd'hui, dans la vision globale que nous avons, on analyse toute la production de nos déchets à l'intérieur d'une vie lunaire et de dire chaque gramme de matière qui va être emporté devra pouvoir être reconsidéré, réutilisé, réparé, recyclé sous certaines formes, des formes dépréciées quelquefois, puisqu'on imagine avec des déchets de vêtements, refaire des plaques de protection contre les radiations, par exemple. Bon, voilà, on a toute une approche aujourd'hui d'économie circulaire, de circularité de la matière embarquée, qui, j'espère, dans le futur, nous permettra de repenser notre façon de faire les choses en ne laissant pas la main au chiffonnier. Parce que ça, je crois que c'est la pire des choses, c'est laisser la main au monde, au système où l'argent est roi, mais en remettant le roi et la reine au milieu du système. C'est la reine des insectes et puis le roi des arbres, mais pas l'humain et son système capitaliste au milieu de tout ça. Voilà, j'ai une dernière diapo. J'étais très avare en diapo. Donc c'est de repenser ce système Terre. Et puis un petit clin d'œil à quelqu'un que j'aimais beaucoup, un ami qui nous a quittés maintenant il y a un peu plus d'1 an, et de faire sa petite part un peu tous les jours. Donc c'est l'image du colibri que vous connaissez, mais c'est extrêmement important de pouvoir s'embarquer tous ensemble dans ce système fermé, puisque la Terre, ce n'est pas un système ouvert, c'est un système fermé, et que on va pouvoir reproduire ce système fermé à très très petite échelle. Les astronautes vont vivre à 6 dans 80 mètres cubes. 6 dans 80 mètres cubes. Vous voyez ce que ça fait, 80 mètres cubes? C'est très petit. Ils vont vivre à 6 là-dedans pendant, pour le projet Mars, a priori 3 ans. Donc ça va juste être infernal. Mais chacun devra faire sa part, que ce soit l'astronaute dans sa capsule, mais nous aussi dans notre capsule qui nous paraît grande, mais qui en fait est toute petite. Voilà. Je voulais ouvrir ce champ d'exploration. Merci. Et merci pour la transition et pour nous faire revenir sur Terre. Dernière prise de parole. Je te rends le micro, Manon. Du coup, pour mon dernier point, je vais vous parler de biodégradable versus durable. Parce que justement, je vous disais que j'ai créé une entreprise qui développe des matériaux. Et le but premier de mon entreprise, c'est de développer des matériaux biodégradables. Mais vous allez voir par mon petit retour d'expérience que ce n'était pas forcément la meilleure idée et le plus pertinent. Parce que même si on a des matériaux biodégradables, ils ne sont pas forcément moins impactants que des matériaux pétrosourcés ou autres.
Donc, premièrement, la genèse du projet, ça a été d'identifier un gisement de matières premières. Donc, officiellement un gisement de déchets, mais moi je parle plutôt de coproduits. Donc, c'est la drèche, les déchets issus de la fabrication de la bière. C'est les céréales conservées au brassage. Et il y a énormément de moyens de valorisation possibles. Quand on est à la campagne, on peut s'en servir pour de l'alimentation animale. On peut faire de la méthanisation aussi. Mais il y a de plus en plus de microbrasseries, notamment en ville. Et on a plus d'une centaine de microbrasseries en Ile-de-France et 600 000 tonnes de drèche par an. Donc sur cette grosse quantité, il y en a pas mal qui sont donc donnés à des agriculteurs, utilisés pour de la méthanisation, mais il y en a encore une grosse partie que les brasseurs en fait, payent pour que ça parte à la décharge et c'est pas du tout valorisé. Donc c'est assez dommage pour cette ressource. Donc à partir de là, j'ai mis uniquement la drèche, mais on a aussi identifié un peu plus tard les cosses de cacao, qui sont des déchets issus de la torréfaction des fèves de cacao. Donc, au début, moi, je pensais que ça venait uniquement de l'autre bout du monde, mais en fait, il y a énormément de torréfacteurs qui torréfient eux-mêmes leurs fèves et qui ont un déchet. Et pareil, on parle d'un déchet classique qui peut être composté, utilisé pour faire des semis, des choses comme ça. Mais il y a plein de chocolatiers qui s'en débarrassaient également par manque de place et par manque de moyens de valorisation. Et ça partait à la poubelle classique. Donc, c'était un petit peu dommage également. Donc, à partir de ça, l'idée, c'était de fabriquer des matériaux. Les premiers essais que j'ai faits, donc en compression à partir de la drèche et d'une colle classique, la colle à bois, donnaient des matériaux assez intéressants esthétiquement. Et après une rapide petite ACV afin de voir quel était le plus impactant sur cette matière-là. Donc déjà, ça ne vient pas de la matière première parce que comme on utilise un déchet, on n'a pas l'impact qu'a eu les céréales au niveau de sa croissance. Et en production locale et peu énergivore, donc on reste pas trop mal, mais vraiment, ça venait de la colle. Et surtout, là, on n'était pas sur une colle biodégradable au début. Du coup, après ça, des essais de matière assez basiques, essais en cuisine pour tester de comment faire des biomatériaux tout seul dans sa petite cuisine. Il y a un site assez bien sur le sujet, ça s'appelle materium.org, qui a pas mal de recettes du coup, de cuisine. En vrai, hyper intéressant, de moyens de faire assez facilement des biomatériaux 100% naturels, 100% compostables et peu énergivores, mais dans la réalité, beaucoup d'échecs. Et surtout, par exemple, on utilise, sur ce site, il y a beaucoup d'agar-agar. Donc l'agar-agar, c'est une poudre d'algue à mélanger avec de l'eau. On fait bouillir et lorsque ça refroidit, ça durcit. Et on peut mettre un petit peu tout ce qu'on veut dedans. Donc c'est certes hyper intéressant, mais par exemple pour la drèche c'est 80% d'eau quand ça sort de la cuve. Du coup, il faut déjà faire une première étape de séchage. Sauf que lorsque l'été, on peut s'arranger pour la faire avec le soleil et du coup consommer très peu d'énergie. Mais si on veut avoir du stock toute l'année, il y a forcément un moment où il va falloir consommer de l'énergie. Et du coup, avec l'agar-agar, on réhumidifie la drèche et le temps de séchage est extrêmement long. Donc ça veut dire qu'on va devoir la déshydrater pour avoir une matière au final. Donc ça veut dire 2 procédés de séchage pour une même matière. Donc niveau impact, on commence à l'augmenter assez fortement. Et surtout, point le plus important, c'est que en fait, c'est pas du tout adaptable à de l'industrialisation ou même à de la production en moyenne série. On n'est pas du tout sur des procédés utilisables pour produire une matière uniforme en fait. Et après, pour tout ce qui va être loi et la réglementation, il faut vraiment avoir un schéma de mise en œuvre précis. Du coup, ce qui semblait être une super idée, c'est un peu solvé en échec. Mais je ne me suis pas arrêtée là. Ensuite, je me suis dit, faire de la colle moi-même, des recettes maison, ça n'a pas fonctionné. Je vais plutôt trouver des gens qui ont développé des liants français, naturels, biosourcés, tout ce qu'on veut, et les mélanger avec mes coproduits. Donc là, j'en ai identifié un en particulier, donc de résine de pin, fabriquée dans le sud, pareil, déchets de l'agroforesterie. Donc ça semblait très pertinent, et c'est à la maison, un petit peu plus se professionnaliser en utilisant une presse d'atelier. Donc la machine rouge là qu'on voit pour compresser ma drèche avec ma résine. Comme la résine de pain, on doit la faire fondre en amont, pas besoin d'une presse chauffante. On peut faire le mélange à chaud et ensuite mettre dans le moule. Des plutôt bons résultats, donc assez pertinents. En premier abord, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Pareil, c'est avec la cosse de cacao. Donc la cosse de cacao, c'est montré assez vite. Pas très bonne réaction avec la résine, parce qu'il y a énormément de gras dans la cosse de cacao.
le petit fini blanc qu'il y a sur la tablette lorsqu'elle a eu des variations de température, c'est ça. Et du coup, avec la résine, c'est très ressorti. Et en fait, on avait le tabouret là qu'on voit en haut à gauche. En fait, je me suis assise dessus un petit peu trop longtemps et du coup, ça s'est moulé. Donc après, on est du coup sur un tabouret très ergonomique, hein, mais au niveau utilisation, on n'est pas terrible. Donc à partir des essais maison, moi je me suis dit ça fonctionne pas trop mal de manière dans le garage à la mano comme on peut dire. Je vais trouver un industriel et je vais faire des essais chez lui. Il aura une presse qui va presser beaucoup plus, donc normalement ma matière sera mieux agglomérée et il aura une presse chauffante, ce qui permettra de mieux répartir la résine. Eh bien non, finalement non, les essais n'ont pas été très concluants pour sûrement plein de raisons, mais en fait cette résine-là n'est pas du tout adaptée à un processus industriel. Et en plus de ça, le fait d'être allé dans une usine, même si c'est hyper cool de voir tout plein de machines et comment ça fonctionne, il y a aussi un autre problème, c'est qu'on est sur des cadences industrielles de quelques minutes et du coup on chauffe extrêmement fort, en quasiment 200 degrés, et on va presser extrêmement fort. Et c'est des machines, c'est une usine, ça tourne 24 heures sur 24. Du coup, niveau coût énergétique, on est assez impactant. Donc comme ça ne marchait pas, c'est pas grave. Mais après les essais maison et les essais industriels, si rien ne fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire? On va repartir à la base et on va faire des essais en laboratoire. Du coup, on a eu un super stagiaire qui a travaillé à partir des liants qu'on avait identifiés, donc la résine et un autre pareil français, biosourcé, compostable, tout ce qu'on veut. Et on était hyper enthousiastes parce qu'on s'est dit, en fonction de la pression, de la chaleur, du temps de pression, on va trouver un équilibre et une matière qui va avoir des propriétés intéressantes. Assez rapidement, on s'est rendu compte que pas du tout. En fait, il s'est trouvé que les essais avec la colle et les essais juste en thermocompression pure, en fait, on perdait en propriétés mécaniques en rajoutant un liant. Du coup, c'est un petit peu bizarre de se dire on va payer un liant très très cher pour qu'au final, ça dénature les propriétés de la matière. Donc le liant, ce n'était pas la bonne solution. Et donc on s'est dit, tant pis, on va essayer aussi de faire sans liant parce que c'est bénéfique pour tout le monde, on a une matière encore mieux. Et on arrivait à des propriétés mécaniques qui étaient quand même, on s'approchait de l'OSB et du médium, donc on n'était pas trop mal, c'est ce qu'on voulait. Sauf que, pareil, on a refait des essais, on a refait des plaques, j'en ai ici, je ne sais pas si vous pourrez peut-être aller voir après, ce sera plus simple pour peut-être faire passer. Donc des plaques de matière à 100% drèche de bière et 100% cause de cacao. On s'est dit, c'est super, sauf qu'au final, on a certes des résistances en traction-flexion assez intéressantes, mais au final, on n'a aucune résistance à l'humidité. Et du coup, on n'a pas vraiment d'application et on n'aura pas une matière du tout durable. Et en plus, après, on a commencé à se dire de faire une matière 100% naturelle, certes, biodégradable, oui, mais au final, si on a une matière qui a une durée de vie très courte et qui va être compostée, on a un gros impact au niveau de la fabrication pour au final une durée de vie très courte. Parce que là, encore pire que chez l'industriel, on est sur des cycles de production un peu plus longs, on presse plus longtemps, et surtout en presse laboratoire, on doit refroidir la presse avant d'ouvrir le moule. Ce qui veut dire qu'on doit faire baisser une presse qui monte à 200 degrés, on va la faire redescendre à 80, ensuite on va ouvrir, ensuite on va la refaire chauffer, et ainsi de suite. Du coup, au niveau énergie, on casse un petit peu toute la baraque, donc c'est vraiment pas terrible. Donc on s'est bien remis en question on a toujours cette ambition de faire des matériaux moins impactants, de récupérer des déchets qu'on appelle coproduits comme matière première, parce que dans les matériaux, ce qui est le plus impactant, c'est la matière première et l'extraction des matières premières pour leur fabrication. Du coup, là, on récupère quelque chose qui est déjà un déchet, qui a déjà été une première vie, du coup, qui a un impact pas neutre, mais quasi. Mais ce n'est pas la manière qu'on avait vue qu'il faut. On a fait d'autres essais pour rester en naturel, mais augmenter les résistances à l'humidité. Donc là, pour la cause de cacao, on s'est rendu compte que le gras posait problème. Du coup, on a délipidé l'écosse, donc c'est-à-dire encore un autre procédé pour retirer le gras. On perd le côté visuel parce que du coup, on est en petits morceaux, donc on ne voit plus trop les écailles. Et par contre, on reste quand même sur un procédé hyper énergivore parce qu'on rajoute une étape. Et du coup, là où on en est maintenant, on a un petit peu mis de côté toutes ces ambitions et ces essais. Les matériaux, certes, c'est souvent fait par thermocompression,
Mais on va trouver d'autres solutions. Et là, on travaille avec un chimiste. Donc, on repart de zéro dans le sens où il va développer une colle, une résine adaptée à nos matériaux et avec des contraintes très précises. Et c'est en cours de développement, on n'y est pas encore, mais ça avance. On n'aura pas besoin de thermocompression, donc on sera beaucoup moins énergivore. On pourra faire des plus grands formats plus facilement. Comparé, on aura quand même besoin de chaleur, mais entre les 200 degrés, on va plutôt être autour de 60-70. Donc c'est quand même minimum. Et pareil, pas de grosses machines, de grosses presses industrielles qui vont compresser extrêmement fort et monter à 400 tonnes, comme on a pu voir sur d'autres. Donc la solution, c'est qu'on ne sera peut-être pas 100% naturel, on sera peut-être à 98% biosourcé. On verra pour le compostage, sûrement compostage industriel, mais pas forcément compostable domestique. Mais par contre, justement, on travaille sur la réparabilité. Dans les contraintes aussi, c'est de pouvoir réparer nos matériaux, comme l'a dit en exemple plus tôt. Et aussi le côté recyclage. On pourra être recyclé en interne, mais pareil, après avoir pu réparer si besoin. Donc voilà pour ma petite expérience. Donc certes, les matériaux biosourcés, c'est super, mais ça dépend des applications. Et pour faire des matériaux pour l'aménagement ou la construction, ce n'est pas l'idéal pour le moment. Voilà. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenants et intervenantes. Merci à vous. Et on se dit à tout de suite avec un verre à la main. Merci.